tu as écrit à ce moment-là aussi une autre pièce, enfin pas tout à fait à ce moment-là, un peu plus tard, et qui est également un monologue, qui avait été interprété en l'espèce au Théâtre du Rond-Point à l'époque de Marcel Maréchal, qui s'appelle Venise. Hein, Venise Zigouillet. Alors Venise Zigouillet, interprétée par Judith Magre. J'ai écrit pour elle. Ah oui. Parce que je veux dire une chose, je voulais monter une pièce de Wesker qui s'appelait, je ne sais plus comment, machin, quoi, qui était une vieille dame sur une chaise roulante, et un texte de Jean Tardieu qui était très beau. Et qui était une espèce de furie comme ça, sortie de l'Olympe. Mais Judith ne supportait pas de ne pas être une séductrice. Elle ne voulait pas être une vieille dame, elle ne voulait pas être une mère, elle ne voulait pas être une furie. Donc il a fallu que j'écrive un texte pour qu'elle redevienne ce qu'elle est en vérité, cette femme extrêmement séduisante qui veut qu'on s'en rappelle. Alors elle explique comment elle a effectivement abattu Venise, à tous égards. Alors ça, c'est une chose assez... L'idée de ça, c'est une femme qui détruit Venise, qui détruit tout Venise, tous les chefs-d'œuvre de Venise, etc. Et on comprend pourquoi. C'est parce que l'homme avec lequel elle a fait ce voyage de noces à Venise, en rentrant à Paris, l'a quittée pour une petite rousse qu'elle compare à un dindon. Elle est furieuse. Mais elle est furieuse non pas contre l'homme, dont elle avoue c'est un crétin médiocre. Elle est furieuse contre Venise, qui l'a fait passer au milieu de ses splendeurs, ses beautés, pour un homme admirable. Donc c'est à cause de Venise qu'elle a aimé cet homme qui était un crétin. C'est à cause de Venise qu'elle est tombée amoureuse de lui et qui après, elle a été trahie, humiliée. Donc c'est à Venise de payer. Donc elle détruit Venise. Taillader un Véronèse à 3 heures de l'après-midi au cœur du palais des Doges, le voir se fendre, se casser, se cornir comme un vieux hareng, quel délice, quel air pur, soudain. Aujourd'hui, il ne reste que la lagune et la mer, et pourtant soyez tout de même prudents, n'y amenez personne. On dit qu'il y a encore risque de charme dans la région pendant au moins 30 ans. On aimerait bien le revoir, ça. Elle pourrait le faire encore. Oui, elle l'a lu il n'y a pas très longtemps. Ah oui, tout à fait capable de faire ça. Alors, j'ai vu aussi que tu ne détestais pas l'anthropophagie lorsque j'ai relu, ou lu plutôt, parce que je ne la connaissais pas, ta pièce qui s'appelle La cuisse du Stewart, qui a été créée à la Renaissance en 1980. Oui, c'est une aventure un peu curieuse. J'avais rencontré Jacqueline Maillan dans Palace. Elle avait fait la pièce de Coltès où elle ne s'était pas entendue du tout avec Chéreau. Ça avait été très douloureux et pour Chéreau et pour elle. Et qu'elle avait joué au Théâtre du Rond-Point. Et j'étais en train d'écrire une pièce comme ça. Et tout d'un coup, elle m'a dit Jean-Michel, je veux jouer avec vous, je veux vous écrire une pièce. Alors, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, un des personnages centraux de cette pièce est devenu le personnage qu'elle a joué. Et la cuisse du Stewart, c'était parce que c'était un avion qui s'était écroulé dans les Andes. Et ils mangeaient tous les gens. Et ils avaient gardé pour Noël la cuisse du Stewart. Voilà. Ils avaient gardé, c'était le plat qui était réservé pour Noël. Voilà. Donc c'est une aventure totalement folle, voilà, que Jacqueline a joué avec Vire le jeu, avec Blanche, avec Corsan, ils sont tous partis. Et c'était terrible parce que Maillan a commencé à avoir des vrais problèmes de mémoire et elle sautait des scènes entières. C'était un souvenir horriblement douloureux. On ne comprenait pas pourquoi la pièce ne voulait plus rien dire tout d'un coup. Et c'était très difficile. C'était en 90 et non pas en 80. Et d'ailleurs, avant que d'exécuter en quelque sorte le Stewart, ils ont dégusté avec apparemment beaucoup de plaisir le footballeur, notamment le pied du footballeur. C'est une pièce de choix, sans doute. Morceau de roi. J'accélère un peu, on ne peut pas s'arrêter à chacune de tes œuvres parce qu'on dépasserait le temps qui nous est imparti. On va en venir à une pièce qui se joue, et qui s'est rejouée encore tout récemment, qui est Théâtre sans animaux. Ce sont 7 moments, on peut dire, extrêmement insolites, qui a été, ça a été créé au Théâtre Sarah Bernat il y a une quinzaine d'années. Tristan Bernat, pardon. En août 2001, distribution absolument magnifique. Peut-être tu pourrais la rappeler, ça serait bien qu'on... Oui, non, mais c'est ce qu'il y a de drôle, je dis ça pour cette pièce, c'est que tout le monde l'a refusé. Je voulais la faire, personne n'avait plus en voulait. C'est le regretté Eliseo Viovici qui vient de mourir et son charmante épouse Mireille qui est morte il y a 8 jours, paix à son âme, c'est qui j'avais déjà fait quelques facéties, qui m'a dit oui, écoute, faisons-le, etc. Et j'avais réuni des gens qui étaient dans ce ton-là, qui étaient donc Annie Gregorio, mais qui n'était pas connue du tout à l'époque. Il y avait
y avait Philippe Magnan, Lionel oui. Abélansky Oui. et Christian Pereira, Oui, un vieux compagnon à toi. Bon. Alors, l'idée de construire ce spectacle en 7 moments, oui, je pense 7 moments, finalement, évidemment tous extrêmement insolites, tu ne l'as pas préconçu, puisque tu... Non, c'était l'idée c'était d'écrire un certain type de dialogue et un certain type de rencontres qui sont en effet, donc on pourrait appeler l'incongru. C'est-à-dire voilà. Par exemple, un père qui ne se souvient plus du nom de sa fille. Voilà, des situations incongrues. Et qu'est-ce que ça développe et jusqu'où ça va? Un homme qui ne veut pas dire bravo à sa belle-sœur qui vient jouer Phèdre, etc. Et comment ça va? De choses très simples mais très impossibles à gérer. Et le lien, c'était ça. Voilà. Et c'est vrai que finalement, nous, on a été très très surpris parce que c'était très dur à travailler, à répéter. On l'a répété devant personne. Et c'est vrai que ça a été on peut dire un très gros succès comique, etc. Bon. Mais c'était l'idée que c'était comme un toboggan. On montait dans un toboggan et puis on allait dans une espèce de descente folle, de montagne russe. Non, oui, plutôt. Si, parce que ça remonte et ça redescend. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et c'était voilà, un homme qui ne peut pas, la seule manière qu'il a trouvé la seule manière qu'il marche pour ne pas fumer, c'est s'il porte une perruque Louis XV, etc. Et à partir de là, ça développait des choses et ça s'ouvrait peut-être sur une métaphysique étrange. Et c'était aussi pour me perdre, hein, parce que moi j'écris vraiment pour me perdre, j'écris pour oublier l'ennui du monde, et c'est vraiment ça, quoi. Donc c'est pour me perdre et pour m'amuser, voilà, c'est tout. C'est très égoïste mon travail. Il y a des choses extraordinairement. Il se trouve après que des gens, ça les amuse, mais au départ. Tu évoquais le cas de cet homme qui n'arrive plus à se souvenir du nom de sa fille, qui en soi n'est pas drôle. Non, n'est pas drôle du tout. Sauf que les pérégrinations dans lesquelles il m'a entraîné m'ont fait rire, mais c'est vrai que je trouve qu'on a dit, enfin j'ai dit beaucoup de banalités déjà depuis le début de cet entretien. Je vais en dire une un peu plus grande. C'est vrai que s'il n'y a pas de tragique, c'est vraiment pas drôle. Je veux dire, si quelqu'un glisse sur une peau de banane et se fait pas mal, c'est pas drôle. S'il se casse la jambe, c'est drôle. Il y a aussi une question de ton, hein, comme dans le théâtre de comédie, c'est essentiel. Il y a par exemple cette chose, moi qui m'avait beaucoup troublé quand je l'avais vu la première fois, donc au théâtre Tristan Bernard, c'est les deux amis qui se retrouvent, plutôt les deux frères. C'est la première partie. Oui, égalité, fraternité. Voilà. Et le type lui dit, ah écoute, il faut que je te dise quelque chose. Ah oui, dit l'autre, je suis plus intelligent que toi. Devenu plus intelligent. Et là, tout, peu à peu, c'est comme une mécanique d'horlogerie, c'est-à-dire que le tempo change, on a l'impression que ça se ralentit, et que de cette constatation finalement banale, fondée ou pas, bon, tout ça se désagrège. Ça m'a fait penser, je dois dire, ne m'en veuille pas de ces rapprochements, mais ça m'a beaucoup fait penser à Pour un oui, pour un non de Nathalie Sarraute. C'est-à-dire qu'un mot fait basculer complètement le rapport entre deux amis de tout temps, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans la pièce de Sarraute. Et là, tout bascule. Et c'est extraordinairement... j'ai essayé de voir où ça basculait, où est la césure, où est le moment où ça bascule. C'est pas facile. C'est un peu la même chose dans, je crois, la 7e partie de cet ensemble, qui est l'histoire du type qui fait du golf avec son ami depuis des années et qui lui dit « J'en ai marre que tu m'appelles Bob parce que je ne m'appelle pas Bob. » Bon. En fait, c'est très, très violent tout ça. Il ne supporte pas et l'autre exprès continue de l'appeler de la sorte. C'est-à-dire que de la banalité, de l'ordinaire du quotidien, dans des scènes, ils jouent au golf, les deux autres, ils sont chez eux. Enfin, le cadre est complètement classique et n'a rien de surprenant. Ce n'est pas le cadre qui fait l'inquiétude. C'est le verbe tout d'un coup qui fait que, pouf, ça bascule. Et ça devient... C'est drôle, et puis c'est terriblement inquiétant. Toporien, dirais-je. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai de partir des choses les plus banales pour les casser et pour montrer qu'on peut en sortir et que ce qu'il y a derrière est parfois totalement stupide, extraordinairement monstrueux, et c'est ça qui est intéressant, c'est de découvrir le gouffre, et d'aller chercher les gouffres, que ce soit des gouffres de fou rire ou des gouffres d'angoisse, mais c'est un peu ça la vérité. Le reste, c'est du bavardage. Alors, à te lire, et en particulier ce texte qui s'appelle La Survivante, créé au Potager du Roi en 2003,
on constate qu'au fond, un policier peut très bien s'éprendre d'une tomate. Oui. C'est aussi ordinaire que ces deux types qui décident de ne plus s'appeler par leur faux nom, en quelque sorte. Et alors là, ça ressortit presque à un sketch. Ça pourrait très bien jouer, ça aurait pu jouer dans les cabarets de l'après-guerre, ce truc-là, cette considération, parce que tu joues le jeu de l'histoire d'amour entre la tomate oui, et le mais policier. c'est très logique ce qui se passe dans cette histoire. Oui. Je Bah oui, je joue pas de jeu, je m'aperçois petit à petit qu'en effet, une relation passionnée entre une tomate qui a été écrasée par un camion et l'argent qui en fait le constat. Ah oui. Voilà, il y a des liens qui se tissent. D'ailleurs, ils partent en voyage de noces à la fin. À Venise. Et tu te souviens, ils partent à Venise. Mm. Ça nous ramène au sujet antérieur. Pourquoi pas. Muséo, musée, bah là, on se rapproche vraiment de choses très très récentes, puisque cela a été créé, je crois, en 2005, et que ça a été repris cette saison ou la saison dernière. Non, c'était repris l'année d'après. C'est en 2006. Ouais. Alors, muséo. Et on en a fait un film. Oui, on Mais n'a oui, pas le droit de bien parler sûr. cinéma. Si, on a fait si, on a tout à fait le droit. Mais c'est pas le premier objet. Non, non, le premier objet, on est. Encore que ça serait amusant de parler de cinéma et de tes premiers films en particulier. Et des interprètes de tes premiers films. Jean-Yann en particulier, et ceux autres. Mais on fera ça une autre fois. Ce que l'on entend dans ce musée, ce que tu prêtes aux différents visiteurs, ça ressemble à du Jean-Michel Ribes, c'est vrai, mais il y a des moments où on se demande si tu ne les as pas bel et bien entendus. Non. Tu les as toutes inventées. Non, je ne sais pas ce que fait Gouriot, je n'en serais incapable. Non, je ne suis pas quelqu'un qui lit des trucs dans les journaux en me disant tiens, ça c'est un bon sujet, tout ça. Je n'écoute pas vraiment les gens. Je n'écoute pas les gens dans la rue, ça ne m'inspire pas du tout. Ça m'épate quand quelqu'un le fait et que j'ai le résultat. Non. Alors peut-être que c'est des choses qui ont transpiré petit à petit et qui ont été confites en moi, qui sont sorties, mais non. Non, le musée bas, c'est l'idée de ces deux idées. C'est l'idée qu'il y a une comédie humaine dans les musées extraordinaire. C'est-à-dire que dans les musées, il y a tout. Il y a aussi bien des amoureux, pour un moment, je sais pas quoi, des gens qui ont la colique, des vraies œuvres d'art, qui sont des hommes qui sont des œuvres d'art, etc. Je trouve qu'il y a une comédie magnifique. Il y a des travailleurs. Alors, qu'est-ce qui est plus épuisant que d'être à côté d'un chef-d'œuvre toute la journée, comme ces gardiens de musée, etc. Et c'est vrai qu'il y avait bon. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est ce rapport à la nature. C'est-à-dire que je fais partie des gens qui respirent mieux dans un musée que dans une forêt, que la nature m'énerve beaucoup, beaucoup, que je trouve que, comme ils le disent, les arbres n'étaient pas beaux avant que Corot les ait peints. Et après, il y a une vraie lutte entre la nature et l'art. Et moi, je trouve que le meilleur environnement pour l'homme, c'est l'art. C'est les musées, c'est ce qu'il invente. Je ne trouve pas que d'aller habiter dans une grotte et faire du trekking, c'est quelque chose qui nous élève. Je suis pour Venise, je ne suis pas pour les grottes du préhistorique et pour retrouver et aller chier à la feuillée. Et je suis pour des salles de bain extrêmement bien foutues. Et je trouve aussi qu'on oublie ça souvent, que nous sommes tous, et il y a des hommes qui tous les matins se lèvent et luttent avec la nature de manière féroce. Les docteurs luttent pour nous sauver de la nature. Bon. Donc c'était un peu pour essayer de dire que, voilà, moi je veux dire que je ne suis pas extrêmement bouleversé quand un scarabée disparaît dans la zone amazonienne, mais quand ma grand-mère meurt, ça m'ennuie et on en parle moins. Donc voilà, je trouve qu'il y avait une secte, il y a la secte, et je suis absolument contre qu'on abîme les oiseaux, qu'on pollue la pollution, etc., mais la secte de la pensée bioécologiste, j'ai envie de tuer. Voilà. Vraiment, je trouve qu'il y a une espèce de scoutisme effarant, quoi, sans compter que la première loi écologiste des nazis, ne l'oublions pas, blanc, blond, forêt noire et tout le bordel. Et je trouve que la grande honneur de l'homme, c'est d'arriver à être où il en est, d'avoir créé tout seul l'art, l'invention, etc., ses idées. Oui, ça, je trouve que c'est ça dans notre environnement. À Beaubourg, au Louvre, n'importe où, dans des théâtres. Oui, là, il y a un environnement qui nous élève.
mais le reste, c'est bien, c'est sympathique. Oui, mais ça te barbe. Oui. C'est pas que ça me barbe, c'est que je trouve que, oui, ça va, mais non, mais je trouve que c'est une mauvaise littérature. Oui, je pense que tu partagerais ce point de vue, je crois avoir déjà cité ici, qui est de Sacha Guitry, à propos de la campagne. Non, les plus beaux textes là-dessus que j'ai lus d'ailleurs après, c'est les textes de Baudelaire, oui, sur la nécessité absolue pour l'homme de l'artificiel, oui, et surtout pas d'aller se replonger dans la bouse de vache. Oui. Il disait, Sacha Guitry, à la campagne, dans la journée on s'emmerde et la nuit on a peur. Oui. Moi j'ai dit une phrase pas aussi bien, mais j'ai dit ce que j'ai dit. J'aime la nature dans le TGV parce qu'elle va plus vite. Oui, oui, tu en as même fait un livre. Oui. Moi, je leur rendrai tout aux Égyptiens, tout. Même la Joconde, tout, je te dis. T'as bu, Daniel. Pourquoi t'as bu? Tu vas voir les impressionnistes tout net. Je m'en fous. Pour moi, c'est la plus formidable réplique, ça. T'as bu, Daniel. Pourquoi t'as bu? Tu vas voir les impressionnistes tout net. Je m'en fous. Bon, quand tu penses que le Gréco n'était même pas connu à son époque, qui? Le Gréco? Je vois pas. Il y en a beaucoup comme ça. C'est un extincteur. Non, mais je te dis que c'est un extincteur. Pas sûr, Françoise. Bon, on y retourne. Sinon est vero. Bon. Enfin, on connaît, c'est quasi un classique maintenant. Bataille. Alors, Bataille, il y a eu plusieurs versions. Là, je ne parle pas de tes batailles ultimes. Je parle des deux rescapés, d'ailleurs, du Sycomore. Hein, il n'y a pas eu de même version. Moi, c'est toujours la même pièce qui était composée. Ah non, il y a une nouvelle version. Non. Pas arriver. Hein. Bataille, nouvelle édition. Bon. Oui, mais c'est nouvelle édition, c'est parce qu'il y a eu 2 mots changés, mais c'est les mêmes batailles. Non, c'est 5 batailles qui ont été. Ça sont encore 2 rescapés, hein, du Sycomore ou pas, d'ailleurs, qui discutent. Un bateau, oui. Et ben, ils s'engueulent. Et en même temps, ils tiennent des propos étranges pour 2 types qui sont menacés, bien sûr, de submersion immédiate. Ça a eu un gros succès, ça, quand tu l'as créé. Est-ce que ça a été repris par toi ou par d'autres, non? C'est joué. Oui. Pardon, je vais être obligé de tomber dans l'immodestie. Ça sera bien la première fois. Oui. Non, c'est joué tout le temps. De toute façon, on l'a créé à l'Athénée. C'est Joseph Norville, que je salue, qui nous a accueillis sans même lire Topor et moi. Ça a été joué là, ça a été repris après, etc. C'est vrai que c'est beaucoup joué à l'étranger, ça et Théâtre sans animaux, et voilà. C'est joué beaucoup. Et surtout par des jeunes compagnies. Ça me fait plaisir, beaucoup de théâtre, même des théâtres amateurs. D'ailleurs, je me souviens, il y avait une année au conservatoire, comment ça s'appelait, Jean-Louis Rivière, c'est ça, hein, qui s'occupait des textes qui rentraient, que les élèves jouaient. Il fallait jouer un auteur classique et un auteur vivant. Et un jour, il arrivé avec une idée confite, il m'a dit, tu sais, cette année, quel est l'auteur vivant le plus joué? Et je lui ai dit, non, qu'est-ce que ça n'a pas l'air d'aller? Il me dit, c'est toi. Je lui ai dit, ça va s'arranger, l'année prochaine ça va être mieux, c'est juste un mauvais moment à passer, ça va, t'inquiète pas. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très joué. Et le fait d'ailleurs d'écrire des scènes courtes, c'est vrai que ça permet, beaucoup de jeunes étudiants se jettent dessus parce qu'ils peuvent faire un ensemble avec une petite pièce. Un dialogue pour un chanteur et pour un pianiste, créé par François Morel et par Jean-Michel Ribes, dans l'ensemble qui s'appelle Collection particulière. Et là, et le fait est qu'on apprend des choses tout à fait intéressantes sur certains. Tu te souviens de ce que dit le chanteur à propos des habitudes gastronomiques dans son métier? Ah oui, c'est-à-dire qu'à un moment, j'avais demandé à Morel d'arrêter de chanter, de s'asseoir et de sortir un pliant, sortir une serviette du panier qu'il place sur ses genoux, il sort un fromage et le mange. Après un instant, il parle. Moi, je suis pour la transparence. Tout le monde sait que les chanteurs mangent du fromage pendant le récital. C'est un secret de Polichinelle. Alors, à quoi ça sert d'aller se cacher en coulisses pour avaler un morceau de brie de mots entre 2 chansons? Non, moi, j'assume, je le fais devant le public. Le public qui comprend parfaitement qu'après un certain nombre de chansons, on a besoin de calcium pour tenir le coup. Un tour de chant, c'est comme le Tour de France, ça nécessite de la substance, ce n'est pas un mystère. Claude François, lui, c'était le Livaro, Brassens, le Cantal, Jacques Brel, le Gouda, Jacques le pauvre,
était terrorisé à l'idée que ça sache. Alors à chaque fois qu'il croquait dans le gouda que lui tenait son manager en coulisses, il se lavait les dents. Vous imaginez l'organisation, d'autant qu'il y en avait des dents, Jacques Brel. Léo Ferré, lui, ne pouvait pas chanter avec le temps sans avoir sa dose de Babybel. Il lui en fallait au moins 2 portions. Il les cachait dans l'instrument d'un de ses musiciens, en général la contrebasse. Écoutez bien ces disques, vous verrez de temps en temps la contrebasse a un coup de mou. C'est une corde qui touche un Babybel. Quant au grand Serge Gainsbourg, c'était le gruyère, à cause des trous, ça faisait gobelet pour le whisky. Moi, je prends à peu près 150 grammes de brie de Meaux par concert avec un peu de pain. Je n'ai pas changé depuis mes débuts. Quand un fromage vous va, il faut le garder, ne jamais prendre de risques, comme dit mon ingénieur du son. Johnny, par exemple, il a toujours marché à la vache qui rit jusqu'à qu'est-ce qu'elle a ma gueule, et puis du jour au lendemain, il s'est mis au bleu d'Auvergne. Franchement, je ne suis pas sûr qu'il ait eu raison. Toute la période vache qui rit était quand même bien meilleure musicalement. Bon, une dernière lichette, et puis on va y retourner. Voilà, ça. Mais ça, c'était Morel le faisait très bien. Oui, je n'en doute pas. On va finir avec le plus contemporain, et effectivement cette espèce d'oratorio intitulé René l'Énervé, qui a été créé donc dans le théâtre que tu diriges en 2011. Ça, c'est un enjeu musical d'importance, plus que jusqu'alors dans ton œuvre. Oui, ça c'est un opéra bouffe. Oui, c'est un opéra, c'est Reinhard Wagner qui m'a accompagné dans l'histoire. L'enjeu aussi, c'était, je trouvais que parmi tous nos amis de la culture étaient ça gueulait contre Sarkozy, etc. Et personne ne disait rien, personne ne bougeait, etc. Et moi, je me suis dit, d'un coup, c'est vrai que je n'étais pas très heureux sous le règne du président passé. J'ai trouvé que depuis le discours de Grenoble, depuis le discours de Dakar, toutes les histoires, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'une vulgarité insensée, parler que d'argent, que tout ça, etc. Et même s'il y avait cette énergie de cow-boy, j'avais pas envie d'être avec lui, quoi. Bon. Donc plutôt que d'être aigre, j'ai essayé d'écrire une chose amusante, qui d'ailleurs, c'était un peu sur tous les partis, je me moquais un peu de tout le monde. C'était la seule fois où j'ai vraiment écrit en pensant écrire quelque chose sur quelqu'un. Et je trouvais pas mal de le faire pendant qu'il était président de la République. Et j'ai beaucoup regretté. D'ailleurs, le vrai ennemi dans tout ça, c'était le Front National. Hein. C'était les cons de la nation, ça s'appelait. Oui. Et donc c'était ça. Mais j'ai beaucoup regretté que Sarkozy ne soit pas venu. Je crois que ça leur aurait amusé finalement. Et cette idée qu'aucun membre de l'UMP n'a été autorisé à venir. Aucun. Bachelot m'a appelé en disant est-ce que tu peux pas me dire, etc. Ben, je dis mets un masque, viens. Et voilà, donc ça a été une fête, ça a été une espèce d'enchantement. D'ailleurs, quand Hollande était venu le voir, il était en campagne à l'époque, il m'a dit bon, bah, c'est très bien, si un jour je suis président de la République, la première loi que je fais, c'est qu'il n'a pas le droit de parler du président de la République. Voilà. J'aime l'arabe quand il est blond, quand il se nourrit de jambon. J'aime l'arabe aux yeux bleus quand il n'est pas trop nombreux. J'aime l'arabe américain, l'arabe suisse ou canadien, l'arabe qui ne fait pas de bambin. Bref, quand il n'est pas trop marocain. Vive l'arabe qui nous ressemble, sans son turban et sans son voile. Là, nous pourrons tous vivre ensemble avec nos amis du Cantal, avec nos amis du Cantal. Vive l'arabe qui nous ressemble, etc., etc. Il y avait de la musique à oui. Parce que ce texte extrêmement faible l'était moins avec de la musique. Hein, oui, c'était quand même assez tonique, on peut dire ça. Bon, et alors maintenant, ton œuvre à venir, la prochaine, s'il en est une. Est-ce que tu as écrit d'abord quelque chose depuis René l'Énervé? Oui, j'ai réécrit avec Goriot le scénario du bal de comptoir. Voilà, je suis en train d'essayer. C'est un film, ça. C'est un film, pardon, oui. Mais je suis en train d'essayer, alors pas un film, mais on m'a demandé depuis 4 ans d'écrire ce que je déteste, des souvenirs, etc. Donc, comme on m'avait donné un peu d'argent, il a bien fallu que j'y aille. Donc, j'ai créé un truc qui va s'appeler 1000 morceaux. Et je prépare pour la rentrée 15, j'espère quelque chose comme ça, une comédie forte qui sera sur le théâtre. Et j'ai l'impression, d'après ce que j'en ressens, sur la lente montée des ténèbres dans notre pays et sur la simplification du langage qui me semble terrifiante, dans la mesure où ça ne l'éclaire pas, mais ça le réduit, et que nous réduisons nos idées à travers un langage réduit. Et pour ne rien te cacher, je me suis beaucoup énervé contre Jean-François Copé récemment, et qui m'a appelé ce matin en me demandant mais pourquoi vous vous énervez contre moi?
et je les lis parce que vous réduisez tout. Je ne veux même pas parler de vos idées qui ne sont pas les miennes, mais vous simplifiez ou réduisez. Voilà. Et voilà, ça sera là-dessus. Je trouve qu'il y a quelque chose, je trouve que la complexité est notre avenir, je trouve que la confusion est indispensable, je trouve que la nuance est forte, je trouve que c'est ce qui fait notre multiplicité, et justement, ce qui ouvre la société à des gens qui ne sont pas équipés pour y vivre, parce qu'ils peuvent rentrer à travers justement cet endroit un peu plus complexe que les autres où on les admet. Je trouve que les grandes simplifications, genre Marine Le Pen, etc., sont tout à fait épuisantes. Et ce qui se passe en ce moment, depuis le pain au chocolat, M. Dieudonné et autres cris de singe sur Mme Taubira, je trouve tout simplement ça odieux et insupportable. Voilà. Je crois que nous sommes tous de ton avis. Pas tous, malheureusement. En tout cas, ici. J'espère. Merci, Jean-Michel. Merci.